Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette table ronde, donc cette deuxième table ronde qui a lieu lors de cette soirée de recrutement, comme vous le savez, qui a pour thème les fintech. Et du coup, pour cette deuxième table ronde, on souhaitait finalement faire un focus sur les crypto-monnaies. Et du coup, on a décidé de partir sur un thème qui est du coup, donc, est-ce que les crypto-monnaies peuvent finalement remplacer les monnaies traditionnelles. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants avec moi ce soir. Benjamin Moger, c'est ça, hein, Moger. Donc Head of NFT and Crypto Training and Learning chez TradeMeWay. Oui, bonjour à tous, merci d'être venus. Excusez-moi. Merci. Ensuite, on a Robin Despouy. C'est exact. Développeur informatique chez Mania Numéris. Oui. Nous avons donc Jérémy Cohen, cofondateur de Bicep. Et enfin, nous avons Mathias Vallet, qui est président de l'association Cryptosphère. Donc, quant à moi, je suis Sébastien Guichard, donc je suis cofondateur de docfinance.com, qui est l'organisateur de cette soirée aujourd'hui. Donc du coup, on va commencer par une petite présentation de chacun, en quelques mots. Donc je laisse la main finalement à toi, vas-y. Ok, donc on peut dire que je viens un petit peu au tout début du monde d'une sorte de crypto-monnaie, parce que j'ai commencé le trading directement sur les jeux vidéo à l'ancienne, où j'avais fait pas mal d'argent sur World of Warcraft, et derrière j'avais revendu sur eBay mes monnaies, mais ça date de maintenant 14 ans. Après, j'ai fait un long passage d'une dizaine d'années dans la finance plus traditionnelle, où j'ai notamment travaillé chez Louis Dreyfus, où j'étais trader de pétrole. Et ensuite, courte carrière pour l'instant dans la crypto, même si je m'y intéresse depuis 2016. Et très récemment, on a lancé une émission sur Radio VL qui va parler des cryptos et des NFT. Merci beaucoup. On va passer donc du coup à Robin. Oui, moi mon profil est beaucoup moins sexy. Hein. Je suis ce qu'on appelle un techos. Je suis passionné d'informatique depuis toujours et du coup c'est devenu mon métier. Moi les cryptos, j'en ai entendu parler en 2013. C'était plutôt on parlait de blockchain parce que je travaillais sur des conceptions d'architecture décentralisée. Et au fur et à mesure, ça a germé dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, faut que je m'y intéresse, faut pas que je rate le coche de ce train-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu réticent. C'était plutôt une bulle. Et la bulle, finalement, a tellement grossi et reste là, à mon avis, ça va rester dans le paysage. Donc, voilà. Merci beaucoup. Jérémy. Bonjour à tous, moi je suis Jérémy Cohen, je suis un des fondateurs de la société Bicep, qui est une des sociétés enregistrées à l'AMF en tant que PSAN. Moi mon parcours au départ il est extrêmement commercial, j'ai passé une dizaine d'années dans la gestion de patrimoine et j'ai découvert le Bitcoin finalement assez tard par rapport à vous en 2017. Et puis, avec mes associés, on s'est dit quel serait le meilleur moyen pour permettre à n'importe qui d'acheter des cryptos de façon extrêmement simple. Ce serait d'aller au tabac et de demander du Bitcoin comme on pourrait demander un ticket à gratter ou un café. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Mathias. Bonjour à tous. Mathias Vallet, moi je suis président de la plus grosse association européenne sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc on est un petit groupement d'écoles, on en expliquera un petit peu plus tard. Et en parallèle de ça, je suis encore en études pour ma part. Moi j'ai tout plaqué du jour au lendemain en tant qu'alternant, parce que j'étais dans les réseaux et télécoms, avant de partir dans les crypto-monnaies. Donc maintenant je suis au sein du média Cryptost, donc un média français. Et je suis en dernière année d'études. Et moi j'avais une petite question pour vous. Parce que j'aime beaucoup poser cette question-là quand j'arrive dans des conférences, et savoir est-ce que vous avez des cryptos ou des NFT. Si vous en avez, merci de lever la main pour voir un petit peu. C'est pas mal. Ok. Pas mal. Parfait.
Merci. Donc, va y avoir justement un moment d'échange entre les intervenants. Et du coup, le deuxième point, donc, ça sera plutôt des questions que vous auriez à poser. En deuxième étape. Voilà, donc on vous laissera la parole également si vous avez des questions à poser aux intervenants. Alors du coup, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est rencontrés en visio juste avant, il y a quelques jours, quand même pour préparer un minimum cette table ronde. On essaye de faire ça correctement. Et ce qui est sorti, c'est que finalement le thème était entre guillemets un peu bateau. Donc moi, ce que je voudrais, c'est casser un petit peu les codes tout de suite et poser la question directement, en fait, pour lancer le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies peuvent remplacer, finalement, les monnaies traditionnelles, que ce soit en Europe ou ailleurs? Techniquement, je me permets, techniquement, oui. Après, toute une question d'adoption du public et surtout de la confiance. Finalement, une monnaie, c'est un étalon de confiance entre des individus. Et je pense que la crypto-monnaie peut totalement jouer ce rôle-là. Je pense que je vais rebondir sur la discussion qu'on avait au cocktail tout à l'heure. Alors, elles sont très complémentaires parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la monnaie, l'euro, tout ça, on s'en sert pour dépenser. Et on avait le même constat tous ensemble. Et je pense que ceux qui ont de la crypto aujourd'hui, on ne veut pas dépenser notre crypto parce que vous avez pu voir avec les petits flyers que je vous ai présentés, il y a tellement de performances à récupérer sur nos cryptos qu'il y a peu d'intérêt à les dépenser, à l'utiliser comme monnaie aujourd'hui. Aussi, pour vous donner quelques chiffres, le problème des monnaies traditionnelles, c'est qu'on en imprime à tout va. Il faut savoir que sur 30 ans, la masse monétaire a augmenté de 900%. Et dans le même temps, l'inflation, c'est 58%. Et le PIB, donc tout ça, c'est des chiffres zone euro, c'est 119%. Et donc, en fait, pourquoi la crypto monte? Et on pourrait dire pareil pour l'immobilier dans ce quartier, j'ai regardé avant, c'est 12 500 du mètre quand même. Parce que, en fait, l'euro baisse parce qu'on en imprime beaucoup trop. Et c'est là où un peu toutes ces autorités se moquent un peu de nous, surtout vous les jeunes, où la monnaie a peu de valeur aujourd'hui par rapport à ce qu'elle avait comme valeur avant. Et la crypto devient une des solutions d'investissement qui permet de rattraper un petit peu nos parents qui ont profité de toutes ces années 80 où il y avait beaucoup de création de richesses. Je trouve qu'il y en a beaucoup sur les cryptos. Donc elles sont complémentaires pour moi. Moi, je vais vous donner un exemple. Qui parmi vous ici a une assurance vie ou connaît quelqu'un qui a une assurance vie? Dans une assurance vie, vous avez différents types de supports. On parle de soit des fonds en euros, soit des fonds en unités de compte. Moi, je suis issu de ce milieu où en fait, on conseillait il y a quelques années d'investir ses économies pour ses enfants, pour sa retraite, dans l'assurance vie. Et les Français, ils ont une aversion au risque assez importante. Ils aiment beaucoup le fonds euro. C'est garanti, c'est un peu mieux que le livret A, mais ça rapporte pas beaucoup. Parmi vous, dans vos assurances vie, il y a beaucoup de fonds euros? Un peu d'unité de compte? Comment vous diversifiez ça en général? Ouais. Ouais, en fait, ça dépend du profil, voilà. En fait, plus on est jeune, plus on peut se permettre de prendre des risques, et puis plus on vieillit, plus on se dit qu'on sécurise un peu, bref. Pourquoi je parle de fonds en euros? Parce que dans fonds en euros, il y a le mot euro. Donc en fait, la monnaie, c'est un moyen d'échange qui permet d'éviter le troc, mais c'est aussi une réserve de valeur. Et donc les crypto-monnaies, aujourd'hui, il y en a de deux types. On va avoir ce qu'on appelle les stablecoins, les crypto-monnaies dont le cours est indexé sur une monnaie ayant cours légal, le Tether, l'USDC, le BUSD, etc. Et puis, on va avoir des actifs numériques à cours variable, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et donc, effectivement, on peut retrouver la même analogie que dans les assurances vie, c'est-à-dire les stablecoins qui permettent d'effectuer des paiements de façon décentralisée. Alors, certains stablecoins ne sont plus que d'autres, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis, des crypto-monnaies avec un cours qui va être variable, qui, lui, ne va pas permettre forcément de faire des paiements tout de suite dans la zone euro, puisqu'on pourra parler d'autres régions du monde où ça peut faire sens, mais qui vont permettre de dynamiser un petit peu son épargne. Non, mais c'est vrai. Après, moi, j'ai une vision un peu différente de vous. Moi, je veux que tout le monde paye en Bitcoin demain. Si c'est possible, dans le sens où en fait, malgré que ce soit une réserve de valeur, si on revient dans l'ancien temps au début, on payait tout en or, on payait tout en écus, bref, on va pas refaire l'histoire ici. Et donc je pense que c'est ultra important qu'il y ait des pays comme le Salvador ou autres, où aujourd'hui
on en a parlé, mais certaines îles au Portugal commencent à adopter de plus en plus le Bitcoin en tant que monnaie légale. C'est bien pour une chose, c'est parce qu'il y a l'inflation, mais aussi c'est à nous de vous faire comprendre que derrière, il y a quand même une grande confiance dans ces monnaies-là. Voilà, elles sont déflationnistes, donc c'est important aussi d'en garder, mais moi je pense que c'est aussi important de le dépenser. Pourquoi ? Parce que c'est une réserve de valeur, et qui dit réserve de valeur, je pense qu'elle doit être dépensée. Après, c'est encore une fois des visions très différentes, parce que ça repose essentiellement sur la confiance. Qui dit confiance, c'est que si demain vous n'avez plus confiance dans ce système-là, eh ben, votre réserve de valeur elle diminue au fur et à mesure. Mais si vous avez vu, par exemple, des séries comme La Casa de Papel à la fin, où simplement ils remplacent l'or par du laiton, c'est quand même très drôle de voir. Elle meurt à la fin. Tout à fait. non, mais autre ça, voilà, c'est quand même assez incroyable. Et je tenais juste à dire que de plus en plus de pays commencent à investir dans le Bitcoin comparé à augmenter leurs réserves en dollars ou en or, Donc c'est quand même assez important de le souligner. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour les pays qui veulent commencer à s'y exposer, c'est très intéressant. Il y a une petite question, effectivement. Vous incitez à payer les prix quotidiens en Bitcoin, ça ne vous dérange pas qu'une monnaie pour payer au quotidien peut avoir un 10% de valeur d'écart entre le matin et le soir. Vous ne préférez pas payer votre baguette de pain directement en euros, au pire il perd 1%, contrairement à votre Bitcoin qui aura perdu ou pris 10%, alors qu'on parle du pouvoir d'achat et de la perte de monnaie. Là c'est parce que, encore une fois, et je rebondis sur ce qu'a dit Robin, et aussi sur ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire que en fait, on a tout simplement en tête que ce qui est d'investissement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'utilise que le Bitcoin pour investir, sauf pour les gens au Salvador. Donc vraiment, nous, ça ne nous intéresse pas. Comme on a dit, on préfère garder à l'heure actuelle le Bitcoin. Mais si tout le monde demain commence à payer en Bitcoin, ainsi de suite, et que même, je parle de quelque chose qui va être normalement lancé prochainement avec le décret Biden, mais des ETF spot qui vont faire entrer des institutionnels à l'intérieur, alors à ce moment-là, en fait, le cours du Bitcoin va très peu varier. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît là à l'heure actuelle, c'est-à-dire de la spéculation massive, ainsi de suite, ça va commencer à plus ou moins commencer à être freiné au fur et à mesure des gens qui vont commencer à y rentrer et au fur et à mesure de la rareté qu'il y a aussi derrière les crypto-monnaies. Donc, non, je ne pense pas que demain, encore une fois, on parle dans quelques années, bien sûr, mais que votre Bitcoin bougera de X%, ainsi de suite. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il montera à la hausse, et c'est mieux, plutôt que de perdre avec votre dollar qui perd 170% de sa valeur en 1800 et quelques. Voilà, déjà. Juste pour dire sur ce que tu dis, Mathias, c'est bien d'inviter à payer. Dans l'utopie émancipatrice issue du white paper de Satoshi Nakamoto qui vise à finalement proposer un système financier alternatif. Mais il y a une réalité, c'est qu'il faut que les commerçants l'acceptent. Aujourd'hui, on peut payer avec des crypto-monnaies, mais d'abord, il doit y avoir une conversion en monnaie fiat. C'est ce que proposent aujourd'hui les outils type carte crypto, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, très peu de commerçants acceptent les crypto-monnaies. Et donc, c'est vrai que si demain, vous écoutez le conseil de Mathias, vous pourrez vous faire des paiements entre vous. Donc préférez être payé que de payer sur le long terme, en général c'est plus sympa, mais il y en a toujours un qui paye et un qui reçoit le paiement. Donc après il y a la notion philosophique et idéale, et puis il y a la réalité pragmatique qui fait que d'abord il faut que déjà que tout le monde l'adopte, tout le monde le comprenne, et ensuite tout le monde puisse y accéder facilement, et demain que ça puisse devenir une monnaie d'échange. Mais en tout cas on y vient. T'as raison, le Salvador, l'île de Madère, l'Afrique, l'Amérique latine connaissent des niveaux d'inflation énormes. Leur monnaie est indexée au dollar. Donc il y a aussi des problématiques de restriction, des problématiques d'embargo, des problématiques politiques, qui fait que des fois on a peut-être envie de se désengager des États-Unis ou même de la Russie, et donc d'avoir une monnaie qui dépend de personne en fait. Donc géopolitiquement il y a un intérêt énorme, mais pragmatiquement pour vous demain, peut-être après-demain. Je pense. Mais on est d'accord, je pense. Ouais. Il y a une question là-bas. Justement, vous parlez de la confiance que le peuple a dans le Bitcoin. Justement, au Salvador, le peuple n'a pas confiance. L'État a décidé de créer sa crypto-monnaie, mais le peuple ne l'accepte pas. L'État a décidé de créer sa crypto-monnaie. Alors, c'est vrai, je préfère intervenir là-dessus. J'ai été au Salvador, j'ai été beaucoup de fois. Et donc oui, je sais pourquoi ça a été fait comme ça. Il y a un assujettissement de la population au dollar. Il faut savoir qu'ils sont passés du colon au dollar là-bas. C'était en même temps que nous à l'euro. Il n'y a pas eu de préparation psychologique. C'était du jour au lendemain. Voilà, tes colons, dans 2 mois, ils valent plus rien.
Donc il y a ce côté émancipation qui est très juste, et les gens l'acceptent pas forcément. Donc ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont donné carrément des bitcoins, et voilà, équivalent, ce qui est pas trop mal là-bas. Et après, ça marche parce que justement, les gens n'ont pas le choix. Mais je veux dire, le bitcoin, que ce soit le bitcoin ou une autre crypto-monnaie, voilà, ce sera le même principe. Donc aujourd'hui, c'est plus politique. Hein. Le président là-bas l'a fait pour les raisons politiques. Il y a une autre question là-bas, je pense, qui est. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État s'ingère dans la création maintenant et la gestion des crypto-monnaies? Est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir le même effet plus tard que les bénéficiaires? Alors non, parce qu'à la base de la création, c'est quand même quelqu'un qui est inconnu. Si on remonte vraiment au fondement, encore une fois, il faut savoir qu'il y a des bourses qui sont régies donc par le Salvador. Il faut savoir qu'on n'a pas le même cours au Salvador que dans d'autres pays. On peut penser en Corée du Sud, parce que c'est là où beaucoup de gens ont fait de l'argent comme ça, parce qu'ils ont revendu, ils achetaient ailleurs et ils revendaient après ailleurs. Ça, c'est important, mais juste pour revenir là-dessus, je pense que le Salvador est un peu pas un exemple à suivre, mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire. Je le dis, c'est un mot un peu dur, mais sachant que c'est plus ou moins une dictature, encore une fois, ça dépend de ce qu'on dit de ce régime-là, mais quand on oblige une population à faire ci, à faire ça, en fait, c'est un exemple. Officiellement, c'est une démocratie. Voilà, officiellement, voilà, voilà, mais bon. Donc, pour moi, c'est un peu... on est obligé de passer par là, quand même, et heureusement qu'ils sont là pour donner un peu un cap à suivre, malgré que je suis entièrement d'accord que 90% de la population, non, je crois que c'était un peu moins, 70%, n'était absolument pas favorable à l'acceptation du Bitcoin, encore une fois. Ça, c'est... Mais le Bitcoin au Salvador, c'est une monnaie, ça ne devient pas la monnaie. Sauf si c'est encouragé. C'est-à-dire oui. que c'est très largement encouragé. Non, ils utilisent le réseau Bitcoin. Et ça, c'est un autre problème aussi qu'on évoquera après. Ils utilisent un wallet qui s'appelle Chivo, mais non, c'est bien le Bitcoin qui est devenu une monnaie en cours légal. Ils font du minage avec les volcans. Enfin, c'est très folklorique pour le coup, mais ça crée un précédent. Je te rejoins, Mathias. Ça crée un précédent. Et après, pour revenir sur la volatilité du Bitcoin, en vrai, on s'en fout. Ça va être à nous, à vous, de créer les produits de couverture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les commerçants, ils peuvent être soumis. Le boulanger, il est soumis au prix du blé, il est soumis au prix de l'essence. Ça n'empêche pas le monde de travailler. Il suffit juste là, à la finance traditionnelle, d'aller créer les produits qui permettent de se couvrir contre ça. Et je pense que c'est vraiment pas un problème parce que on a plein de produits. On l'a vu, le pétrole qui a explosé, qui a doublé. Le monde, il continue de tourner. Certes, il y a des difficultés, mais il y a des produits qui existent et c'est à nous de les démocratiser et de les amener et de les construire, de les expliquer, comme tu fais un petit peu avec les commerçants. Donc, c'est pas un problème, sincèrement. D'ailleurs, pour l'avenir de la crypto-monnaie, aujourd'hui on parle d'une crypto-monnaie centralisée et d'une crypto-monnaie décentralisée. Aujourd'hui, les gouvernements, je suis à la Banque de France actuellement, ils veulent aller plus sur le côté centralisé, où justement c'est à l'encontre de l'idée de... Alors ça, je peux vous en parler aussi un tout petit peu. On parle d'un euro numérique. Donc en fait, ils prennent ce qui leur plaît dans la blockchain, le principe de registre, le principe de transparence, le principe de mémoire, mais ils prennent pas ce qui les intéresse pas. Justement, le côté décentralisé, émancipateur, etc. Là, c'est pareil. Je pense que c'est une question philosophique. Est-ce que peut-être les masses n'ont pas besoin d'abord d'avoir une démocratisation via un euro numérique qui ne serait pas forcément décentralisé, mais qui permettrait de faire comprendre qu'il peut exister un cash numérique, parce que c'est ça le Bitcoin, c'est du cash numérique. Et ensuite, la deuxième étape, ce serait justement les monnaies décentralisées. Est-ce qu'il ne faut pas ça ? La question, elle est ouverte, mais je me dis, pourquoi pas ? Après, que les États et les groupes d'États, etc., veuillent contrôler les flux financiers, là, pour des raisons financement du terrorisme, bon bref, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ils l'ont toujours fait, ils vont continuer à le faire. Et comme les pays, on va dire, développés utilisent de moins en moins de cash, il faut essayer de tracer les transactions là où elles sont. Donc moi, j'essaie de le voir du côté un peu optimiste, en me disant c'est peut-être le marchepied vers la généralisation des monnaies numériques. Sachant que la décentralisation amène d'autres problèmes, qui sont des problèmes de performance, d'architecture. Et le Bitcoin, moi je ne crois pas que le Bitcoin sera utilisé tous les jours
par tout le monde, tout simplement parce que c'est pas assez performant. Il faudrait le réécrire en l'optimisant pour aller dans 300 on va dire transactions par seconde. Il y a le Lightning. Oui, mais justement, oui, Lightning, mais c'est pas vraiment le Bitcoin originel. C'est pas la même chose. Et il faut savoir que du coup, c'est un autre réseau. C'est pas les mêmes principes de validation. Donc, en soi, que ce soit le Bitcoin ou autre chose, Lightning, on est focus avec le Bitcoin parce que ça représente quelque chose. Il faut savoir aussi que ça vient avec des inconvénients. C'est-à-dire que le principe de scalabilité, je voulais dire tout de suite, c'est que plus il y a de personnes qui participent à un consensus, plus l'arrivée à un consensus, ça va être compliqué. Et donc, ce qu'on peut optimiser aujourd'hui, par exemple, pour valider des blocs, c'est 10 minutes. On peut diminuer les blocs ou augmenter la taille des blocs. C'est ce qui sera fait. Mais on sera dans les 400, 500 transactions par seconde, sachant que Visa, c'est 1700 transactions par seconde. Donc, c'est les choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que s'il y a plein de cryptos, on peut arriver, à avoir la performance du réseau transactionnel qui existe aujourd'hui. Alors elle est en phase test, elle est même lancée. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de wallets, le yuan numérique. Et en fait, il faut exactement la même chose que ce que veut faire notre chère Christine, c'est-à-dire prendre les avantages de la blockchain et des crypto-monnaies, mais de s'en servir comme outil, pour la Chine particulièrement, mais de contrôle des masses concrètement. Parce que ce qui est payé en yuan numérique, ça rentre dans le crédit social et tout le système chinois que vous avez certainement entendu parler par ailleurs. Du coup, si je comprends bien, donc là on a parlé finalement de peut-être deux obstacles qui pourraient venir sur le remplacement en monnaie traditionnelle. Donc la confiance finalement de la population, des populations. Le deuxième qui est plutôt technologique, c'est-à-dire avoir une monnaie numérique efficace, si je comprends bien. Il y a un troisième obstacle finalement qu'on ne parle pas encore, c'est peut-être la réglementation. Notamment en Europe, on en a peut-être un petit peu parlé, mais la réglementation finalement en Europe, a priori, ça va être compliqué, notamment en Europe, ça l'est peut-être moins effectivement dans d'autres pays comme le Salvador, de remplacer finalement la monnaie traditionnelle par une monnaie numérique ou une crypto-monnaie. Il faudra faire une sorte de dédiabolisation, une campagne de dédiabolisation. Je pense que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est principalement vu comme un espace dérégularisé, ce qui est très bien pour nous donner des opportunités de rapidement gagner du capital, comme le disait Benjamin. Moi, j'y songe très fortement bientôt. Je n'ai pas assez de capital et j'ai très peur du risque. Mais je pense que c'est une très bonne occasion pour développer des nouveaux outils de finance. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, pas que l'investissement, il y a les smart contracts, le fait de pouvoir créer des nouveaux tokens basés sur des réseaux existants, parce qu'ils ont plein d'applications qui vont être faites au niveau des assurances ou des problèmes humains en fait. Donc tout un tas de technologies qui vont se greffer et voilà, pour en citer qu'une, les oracles, ce sont des entités qui sont capables de pouvoir inscrire dans la blockchain des événements qui se passent dans le monde réel. Et ça, c'est justement, je pense que les régulateurs iront vers ce genre de responsabilité. Ça, c'est ma croyance à moi. Donc, je me permets de rebondir, vas-y. parce que l'idée peut-être, c'est, tu me dis si ça te convient, mais l'idée peut-être d'ouvrir justement le débat sur les crypto-monnaies, le paiement, etc. Mais derrière, surtout peut-être l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies. Là, je rebondis sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, la blockchain, c'est une technologie comme un registre qui permet de valider des informations, des transactions, etc. Mais derrière, les applicatifs dans le monde réel, il n'est pas seulement dans le milieu de la finance, comme on pourrait intuitivement le penser. Je vous donne juste un exemple, il y en a des centaines. C'est le luxe, par exemple. Dans le secteur du luxe, on utilise de plus en plus la blockchain à des fins de traçabilité et d'authentification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grosses sociétés comme LVMH qui utilisent des supports blockchain pour certifier justement et tracer la chaîne de production et leurs produits. Pareil dans l'industrie agroalimentaire, où là aussi on va vouloir tracer de façon infalsifiable, transparente, de la production d'un bien jusqu'à sa livraison. Ça évitera par exemple de manger du cheval alors qu'on pensait que c'était du bœuf, tu vois, par exemple, ou d'acheter un faux sac Gucci.
Donc voilà, donc ça pour le coup derrière, ça ouvre des applicatifs énormes au niveau de la blockchain et même contre-intuitivement au NFT. Parce qu'un NFT, c'est pas qu'une image, ça peut être aussi un outil pour prouver la possession, la détention justement d'un actif qui peut être un sac ou un jean de luxe. Récemment, il y a eu l'immobilier, par exemple, avec Queen City, pour acheter des parts de... Tout à fait. Et c'est l'avantage de la divisibilité, puisqu'on peut diviser par exemple, un Ether, c'est divisé par 18, je crois que c'est ça, c'est 18 décimales. Donc c'est vrai que bon, l'euro, tu peux le diviser par 100, c'est 18 pour l'Ether, et potentiellement, tu peux créer une crypto-monnaie qui serait divisible par même 20, 30, 100, enfin c'est illimité, tu vois. Donc effectivement, tu peux même fractionner un NFT maintenant. Tu peux avoir un bout d'une image, par exemple. Donc, ouais. Juste un point, c'est vrai que là, si je comprends bien, donc il y a une question de traçabilité qui est mise en avant justement vis-à-vis des crypto-monnaies, c'est-à-dire de pouvoir remonter l'historique. Mais c'est vrai que est-ce que c'est pas un petit peu, ça va pas à l'encontre un petit peu de l'idée qu'on a finalement aujourd'hui des crypto-monnaies, où c'est vrai que pour le commun peut-être des mortels, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est le black web, c'est effectivement des transactions un petit peu... voilà. Non mais, moi, voilà, je me mets effectivement... je suis pas forcément effectivement très au fait effectivement de la crypto-monnaie. On parle effectivement de traçabilité, mais finalement aussi... il y a aussi cet état d'esprit un petit peu qu'on a finalement que la crypto-monnaie c'est opaque. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de plus transparent et rien de plus traçable. Et en gros, si vous avez rien à cacher, concrètement, on s'en fout. Enfin, faites vos KYC. Je trouve ça même rassurant parce que ça ressemble plus à un établissement bancaire. Comme moi, j'ai rien à cacher et que je vais payer ma flat tax à 30%. J'aurais aucun problème. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont millionnaires ou milliardaires ici, mais ceux qui arrivent à, en gros, sortir de cette taxation, c'est des gens qui ne sont pas nous. Donc en vrai, on n'a aucun problème normalement avec ça. Et pour revenir un petit peu tout ce qui est dark web et tout ça, c'est vrai qu'au début, c'était utilisé en partie pour ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 10 fois plus de malversations monétaires sont faites avec l'euro qu'avec les cryptos, parce que c'est juste débile, vraiment. C'est tellement traçable. Alors après, on a pu voir que avec la guerre en Russie, pour zigzaguer et ne pas être découvert via nos adresses, on a eu quand même une énorme hausse sur le Monero et le Zcash, bien sûr. Qui sont des crypto-monnaies où quand on fait une transaction, en fait, il y a plusieurs adresses qui sont envoyées et on ne peut pas prouver laquelle a fait la transaction. Donc ça, on peut dire que ça peut être utilisé pour des trucs dark, mais 99% des cryptos, pas du tout, quoi. Moi, j'aimerais juste vous dire que les chiffres à peu près sont de l'ordre de 0,5% des transactions qui circulent sur le dark web. Donc c'est vraiment peanuts, sont réalisées avec de la crypto-monnaie. Donc on englobe toutes les crypto-monnaies. C'est quand même pas grand-chose, et le reste c'est le cash. Donc bon, il y a quand même du travail à faire au lieu d'aller réglementer, parce que j'aimerais rebondir juste sur la question de la réglementation. Sachez que même si en France on vous supprime, on vous interdit les crypto-monnaies, il y a d'autres pays dans tous les cas qui prendront le pas sur la France, et elles iront entièrement à l'encontre des réglementations. Et même, vous avez un pays qui est juste à côté de la France, qui est tout petit, même deux, le Luxembourg et la Suisse, qui ont déjà pris le pas depuis bien longtemps, et vous pouvez même payer vos impôts en crypto-monnaie. Donc c'est pour dire à quel point que voilà, il n'y a pas vraiment de souci à se faire au niveau de la réglementation, du moins en termes pour d'autres pays. Nous, peut-être que oui, mais après, vous pouvez juste déménager, et comme les cryptos, encore une fois, c'est important de le préciser, mais vous pouvez faire des transferts de où vous voulez, ainsi de suite. Malgré que, et ça c'est très important, si dans une conférence vous entendez quelqu'un dire que la blockchain est anonyme, commencez à vous poser des questions sur les intervenants, parce que c'est entièrement faux. Faut savoir que c'est vraiment un pseudo que vous avez derrière, un peu comme si vous étiez sur Twitter, que vous étiez sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. On peut vous tracer, il y a des gens qui ont été retracés derrière avec leur adresse IP, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont vu leur adresse bloquée parce qu'ils faisaient des mauvaises transactions, des choses comme ça. Donc c'est quand même important de noter ça, c'est que si quelqu'un vous dit que la blockchain est anonyme,
ça ne va pas. Ouais, bon, on l'a bien vu entièrement avec les NFT où des influenceurs ont lancé Exactement. des collections un petit peu bullshit, si je puis me permettre, où c'était juste du money grab. Ils étaient là, hop, moi j'ai juste fait mon travail d'influenceur, c'est pas à moi, c'est pas mon NFT. Ils te remontent toutes les adresses ETH. Ils te retrouvent tout de suite. Il y a des mecs qui sont très très forts pour ça, et encore plus dans le futur, donc aucun intérêt. J'aimerais juste Question. rebondir dessus. Il y avait une question de monsieur. Allez-y, allez-y. Alors, il existe, si on prend les dernières sources, CoinMarketCap, 15 000. On est à 36 000 crypto-monnaies dans le monde à l'heure actuelle. Voilà. Chaque crypto-monnaie, faut pas confondre les crypto-monnaies et les tokens. C'est important peut-être de faire un petit point de définition très rapidement. Une crypto-monnaie, elle possède sa propre blockchain. Donc elle a son propre réseau sur lequel elle va circuler, sur lequel sont enregistrées les transactions, etc. Et un token, lui, c'est donc un actif qui va être créé sur la blockchain d'une blockchain existante. Ça déjà c'est un petit point tout con mais qui permet d'être un peu plus précis. Parce qu'il n'y a pas autant de crypto-monnaies mais des tokens. Voilà. Il faut savoir que créer un token, ça tu pourrais nous le dire plus, mais ça va vite, c'est facile. Oui, Une minute. Non, un peu plus. Plus cher surtout. Ouais. C'est le token ERC21. C'est des protocoles en fait qui permettent d'écrire des smart contracts et de générer des tokens. Non, mais Ça, c'est pour facile, confirmer. ça prend combien de temps genre, pour avoir Ça une idée dépend. Non, il faut quand même écrire. Un token simple. Ah, je ne saurais pas te dire. Non, mais surtout que sans doute Moi, que... je fais que des T721, donc c'est des NFT. Les NFT, d'accord. RC21, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai participé à un projet où on crée un token. Désolé. L'avantage, c'est que la plupart des choses sont disponibles aujourd'hui sur le web. Donc un développeur, il part jamais de zéro quand il veut créer un smart contract pour l'émission d'un token. Ce que je veux dire par là, c'est que 36 000, en vérité, potentiellement, il pourrait demain y en avoir 72 000. Tu vois, je veux dire, si demain tout le monde avait envie d'en faire une, on pourrait toujours en faire une. Après, sur le choix de la crypto-monnaie, il n'y a pas de réponse. En tout cas, moi, je veux pas la réponse, sinon je serais pas là. Mais par contre, chaque crypto-monnaie, a priori, a un objectif, a une utilité. Soit le paiement, soit faire de l'oseille, soit tracer. Enfin voilà. Donc après, le choix de la crypto-monnaie, il dépend de ce que tu veux en faire. Je donne deux exemples très rapidement. On compare souvent le Bitcoin à l'or et l'Ether plutôt à. Enfin, le Bitcoin a une réserve de valeur, tu vois, pour plus tard. Et puis l'Ether plutôt comme un espèce d'ordinateur universel. Hein, en tout cas, le gaz qui permet d'alimenter un ordinateur universel. Tu vois, c'est les deux crypto-monnaies les plus connues, elles ont des objectifs qui sont complètement différents. L'un ne peut pas faire ce que l'autre peut faire en plus, potentiellement. Donc, tu vois, moi, je n'aurais pas de réponse à te dire c'est celle-là plutôt qu'une autre, ça dépend ce que tu veux en faire. Alors, pour te répondre, venant de la finance traditionnelle, l'information était très compliquée à obtenir, très difficile. Sur YouTube, la plupart du contenu est mauvais. Par contre, sur les cryptos, tu tapes n'importe quelle crypto, tu prends les 3 premiers résultats sur YouTube, généralement, tu peux avoir assez confiance. Donc, fais tes propres recherches. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens comme Mathias qui bossent pour toi gratuitement et qui peuvent te donner toutes les informations. Et c'est assez qualitatif, Il vient sincèrement. chez toi le week-end. Moi, je me suis formé que avec YouTube. Alors après, j'ai engagé, ce sera le sujet d'après, des devs blockchain pour m'aider pour aller plus loin. Mais pour investir dans le départ, vraiment, YouTube, t'as tout. Alors du coup, justement, j'en profite. Du coup, j'aimerais bien qu'on aborde justement cette partie finalement de carrière. Aujourd'hui, on est sur une soirée de recrutement. Finalement, aujourd'hui, les crypto-monnaies, quels vont être les impacts? Quels sont les impacts aujourd'hui? Quels vont être les impacts finalement sur les métiers, les différents métiers finalement, qui sont représentés d'ailleurs aujourd'hui, BizDev, finance, tech, compliance juridique justement. Quels vont être finalement les impacts? Quels seront peut-être les nouveaux métiers? Comment justement les crypto-monnaies vont transformer les métiers de la finance? Déjà, peut-être en créant un monster décentralisé. Si ça n'existe pas déjà, ça viendra peut-être. Mais sinon, en fait, je pense qu'il y a autant de réponses que de secteurs. Donc, est-ce que tu veux peut-être... Peut-être toi, déjà, par exemple, peut-être commencer par... Voilà, un petit peu ton métier aussi. Ouais.
parce que je crois que tu étais conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, exactement. Voilà, exactement, donc parle-nous un petit Bah, peu. moi, en de toi. fait, clairement, moi, j'ai commencé en tant que commercial chez un courtier en gestion de patrimoine. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je proposais des contrats qui permettaient d'optimiser la fiscalité et les rendements de mes clients. Et puis, je me disais qu'entre le livret A qu'ils avaient avant de me rencontrer et ce que je leur proposais, il y avait déjà un gain qui était pas négligeable. Et puis ensuite, j'ai découvert justement les crypto-monnaies, donc à titre personnel, là, pour le coup, et je me suis dit, putain, mais le gap que je lui ai fait gagner, en vérité, c'est rien par rapport au potentiel des crypto-monnaies. Et là, je parle vraiment que de la partie spéculative, hein, mais qui est non négligeable, puisque c'est, je crois, 95% des gens qui se mettent dans les cryptos au départ, c'est pour des raisons spéculatives. Donc, et donc, quand on a fondé justement BuyCap, c'était de se dire que voilà, aujourd'hui, le grand public est totalement exclu de ce potentiel et que il faut justement pouvoir leur permettre d'y accéder rapidement comme un outil de diversification. Et de se dire, voilà, je continue avec le livret, je continue avec l'assurance vie, mais pourquoi pas placer potentiellement 1%, 2% de mes actifs sur des crypto-monnaies pour booster un petit peu, comme quand mon banquier m'appelait en disant, tenez, vous savez qu'il y a des actions de la banque là que vous pouvez acheter, vous appelez ça des parts sociales, ça rapportait que dalle, mais ça lui faisait plaisir de te les vendre. C'est un peu pareil. Donc tu vois, là pour le coup, alors moi chez BuyCap, on fait pas de conseils en investissement, hein, mais en tout cas, le passage de l'un à l'autre, il est assez évident, parce que nos clients, quand ils nous appellent, pour avoir un conseil sur une crypto à acheter, on lui dit pas achète celle-là plutôt qu'une autre. Par contre, on sait que tu peux y accéder très facilement. Et après, chacun doit faire ses propres recherches, comme disait tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu penses du proverbe qui est encore utilisé, qui dit si tu veux faire de la finance avec la crypto, il faut être prêt à perdre. Faut être prêt à perdre. Si comme tu le mets 10 000 poker. euros, est-ce que tu es prêt à perdre 10 000 euros? Oui, est-ce que c'est c'est encore vrai aujourd'hui? Oui. Ou est-ce qu'il y a des stratégies pour Moi personnellement, je pense que minimiser les risques? Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent prétendre avoir investi dans les cryptos sans avoir à un moment donné perdu. Enfin, je veux dire, c'est comme au poker, tu perds toujours des mains. Après, ce qu'il faut, et là je rejoins le conseil de se renseigner et de ne pas faire n'importe quoi et de mesurer son risque. Et on ne fera jamais d'une crypto-monnaie, ou alors d'un stablecoin, mais d'une crypto-monnaie à cours variable, on n'en fera jamais un rendement sûr, par définition, puisque son cours dépend de l'offre et de la demande. Donc non, par contre, c'est une question de... C'est comme une action, en vérité, sur le côté spéculatif. Si la boîte, elle marche bien, à long terme, ça se passe bien. Si la boîte, elle coule, l'actif qui se trouve derrière, il perd de la valeur. Pas plus, un peu plus, un peu moins, mais c'est le même fonctionnement. Donc, je pense qu'il faut perdre. Voilà, comme je pense que ça fait partie du jeu de perdre un peu. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas perdu, c'est comme tant que tu t'es pas brûlé, tu sais pas que ça brûle. Donc il faut que tu essayes un petit peu, que tu perdes un peu, que tu dises la prochaine fois je ferai pas cette bêtise. Enfin, je crois que ça s'appelle l'expérience en fait. Il y a une question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des robots qu'on voit de plus en plus apparaître d'un point de vue automatisation justement lié à la crypto-monnaie? Alors, pour répondre, parce que du coup, ça va être des concurrents de ma société, le problème sur ces produits, c'est qu'ils ne savent pas compter et que, en gros, les performances qu'ils te proposent, elles sont vraiment arrangées avec un calcul qui les intéresse. Généralement, ils vont te prendre une position avec 3 objectifs et tu vas avoir un seuil de perte. Quand ils vont arriver aux 3 objectifs, ils vont te compter du coup 3 gains. En revanche, quand tu vas arriver au seuil de perte, ils vont te compter une perte. Alors que pour avoir les 3 gains, il faut normalement avoir engagé 3 fois 3 positions, donc 3 pertes. Et ça, il y en a beaucoup de concurrents qui oublient un petit peu et qui font un petit peu les chiffres comme ils veulent. Il y a quand même quelques trucs sérieux, là je vous laisse regarder sur internet, mais il y a quand même beaucoup de malversations dans les chiffres. Je sais pas si... Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand c'est trop beau, méfiez-vous. Donc à partir du moment où on vous vend un rendement, alors même s'ils vous disent toujours c'est sur des backtests, les performances passées ne présagent pas, ça c'est les mentions légales, ils n'ont pas le choix. Mais en vérité, ils vous promettent quand même des rendements en général assez déconnants. Quand c'est trop beau, faites gaffe. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, effectivement, il y a sans doute des acteurs sérieux, d'autres qui le sont un peu moins. Mais faites vos recherches. C'est souvent très mal codé. C'est très dur à coder un bot. Et souvent, c'est supervisé par un humain. Donc, ce qu'on retrouve le plus, c'est des outils d'analyse, de diagnostic. Et c'est toujours un être humain en fait, qui fait les décisions d'achat.
il y a quelques boîtes qui utilisent des robots pour acheter directement, mais c'est toujours très risqué, et ce qui cause généralement les crashs. C'est ce qui se passait en 2008 aux États-Unis. Donc c'est des bots qui s'emballent. Donc ça, voilà, je ne sais pas comment c'est réglementé après exactement, mais en tout cas, ça se fait. Puis même aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Enfin, les cryptos, il y a de la place pour tout le monde, sincèrement. Moi, je n'utilise pas de robots pour ce que je vous ai mis sur les flyers. J'ai des robots qui me permettent de copier automatiquement des positions, mais pour aller chercher le meilleur exchange, parce qu'il faut savoir que le prix du Bitcoin, comme il n'est pas centralisé, sur différents exchanges, on peut avoir différents prix. Mais c'est beaucoup plus simple que la finance traditionnelle parce qu'il n'y a pas justement les acteurs de la finance traditionnelle. Quand vous avez des sorties de coins, vous pouvez en acheter assez facilement et rentrer sur des prix raisonnables, alors que si on était sur une action qui peut exploser, elle part direct. Dès qu'il y a une info, si vous n'avez pas le robot, c'est mort. Là, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et vous pouvez vous lancer vraiment sans avoir besoin d'une machine de fou. Alors qu'en trading, il faut quand même beaucoup plus de matériel. Je sais pas si... Oui. En rejoignant la question justement sur quelles crypto choisir, il y a les altcoins et le bitcoin. Le altcoin, du coup, les altcoins vont monter. Enfin, on dit peut-être que ça va dépasser le bitcoin, surtout concernant l'ETH, et que le bitcoin finalement, c'est que le père de toutes ces crypto-monnaies, et que peut-être l'ETH a plus d'utilité que le bitcoin en soi. Là, on va rentrer dans l'analyse fondamentale, mais ça risque de... Enfin, en gros, l'histoire de la dominance BTC, d'ailleurs, pour le coup, je crois que ETH sort de plus en plus de la notion de altcoin. On commence à faire la différence et on commence à se dire Bitcoin, ETH et tout le reste. Donc, mais la dominance BTC, c'est une variable graphique qui peut être utilisée pour faire des choix d'investissement. Après, je pense que tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire shitcoin, projet NFT, layer, je pense que ça n'a pas de sens, c'est juste qu'on vulgarise en disant altcoin, alt season, tout sauf Bitcoin. Sauf qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de règles, ou s'il y en a, elles sont un peu plus complexes que juste Bitcoin et tout le reste. Ouais, puis concrètement, on s'en fout. Enfin, vraiment, c'est pas une question qu'on se pose dans la crypto. Tiens, si Ethereum dépasse Bitcoin, bah c'est pas grave. C'est des blockchains qui n'ont pas du tout la même utilité, qui ne sont pas en concurrence. Et les gens oublient un petit peu, c'est que Bitcoin a quand même un énorme avantage, c'est qu'il y a personne derrière. Tous les projets, demain, il peut y avoir quelqu'un, il a envie de partir, tu sais pas pourquoi, il se barre du projet, il y a plus rien. Le mec peut mourir aussi, pareil, plus rien. Et ça, sur le Bitcoin, tu ne l'as pas. Puisque c'est que des équipes indépendantes, et c'est la grande force du Bitcoin, c'est que personne ne le contrôle, personne ne décide ce qui se passe dessus. Sur Ethereum, c'est un peu comme ça, mais moins quand même. Il y a des équipes va devenir plus une propriétaires. Enfin, pas une autocratie, mais il va y avoir des élites. Une oligarchie plutôt. Voilà, une oligarchie, exactement. Pour revenir sur... moi, je pense une vraie question là, c'est plus savoir si, à mon avis, on veut investir pour garder et éventuellement stacker, ou investir pour rapidement avoir une plus-value, donc arriver à avoir des signaux pour savoir si ça va faire du x2, x10. Après, je ne sais pas si sur les cryptos, on peut faire comme pour les forex, analyser un peu la géopolitique, ça me dépasse. Mais il y a peut-être des événements historiques à suivre pour savoir ce qui se passe sur les cryptos, ou ce qui va se passer. Mais pour investir, je pense que si c'est l'idée d'investir à la place d'un livret A, il vaut mieux mettre 10 000 € sur du Bitcoin maintenant que moi, je le conseille. Voilà, c'est mon avis. J'avais investi quand l'ETH était à 200 €. Très bonne affaire. Si on va un peu plus dans l'analyse fondamentale, il faut savoir qu'avant, on parlait de deux total market cap, c'est-à-dire le premier avec toutes les crypto-monnaies et le second avec juste BTC d'un côté. Et donc ça s'appelle Total Market Cap 2. Et maintenant, vous avez Total Market Cap 3, où en fait, vous avez BTC et ETH qui sont sortis. Et après, vous avez même un Total Market Cap où en fait, on a un secteur qui est très populaire à l'heure actuelle, qui est la finance décentralisée, qui elle est carrément aussi sortie de ce truc-là. Donc en fait, on commence à avoir vraiment des secteurs qui commencent à se définir de jour en jour. Donc là, on parle de all season, tout ça et tout, parce que c'est à ce moment-là qu'on entend parler de tout ce qui est spéculation. Et voilà, c'est très important de regarder un peu ce qui se passe quand il y a une dominance qui remonte. Souvent, les autres entraînent, mais parfois c'est l'inverse. Donc il y a tout ce système-là qui est quand même ultra intéressant. Et ça, c'est que des données on-chain, et c'est l'avantage, c'est qu'on peut le voir. Mais derrière, on va commencer à avoir de plus en plus de secteurs qui vont arriver. Et donc, il y aura de moins en moins cette notion de altcoin, parce qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, il y aura d'autres coins qui vont arriver. Il y en a qui vont garder leur place, ainsi de suite.
Donc, Un petit outil que je peux vous donner, c'est Market Cap Off. Ça vous permet de comparer un coin par rapport à un autre et de vous dire l'objectif un peu pour savoir si c'est réaliste. Si on vous dit, par exemple, j'avais vu un exemple sur LinkedIn, le Cardano à $1000, ça paraît complètement irréaliste, ça dépasserait largement Bitcoin. Donc ça peut être un petit outil déjà pour voir si votre stratégie, elle a du sens ou pas. c'est surtout un indicateur qui est clé, c'est le full value diluted. C'est-à-dire que si en fait à un instant T, on met en place tous les tokens, donc on dit que en fait, tous les tokens sont mintés à cet instant T, à combien va être la place de votre token. On se rend compte qu'il y a des projets qui sont dans le top 1000, et si on les déploie genre, à l'heure actuelle, ils passent devant Bitcoin et bien plus que devant Bitcoin. À ce moment-là, commencer à réfléchir qu'en fait, c'est un projet souvent qui n'a pas vraiment vocation à aller dans ces sphères-là qui sont un peu, on va dire, n'importe quoi. Donc il y a des projets, voilà, et c'est très important de bien rechercher avant d'utiliser des robots, parce que vous avez une tête qui est bien faite normalement, et si vous êtes là, ça veut dire que vous avez vraiment envie, je pense, de savoir un peu plus sur la blockchain. Et c'est très bien d'être là, parce que vous êtes un peu ce que j'appelle des early adopters, et c'est excellent. Il faut savoir que vous êtes largement en avance comparé à tout le monde, et donc c'est intéressant toujours de faire ses recherches d'abord, et notamment concernant ces coins-là. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, il faut se méfier un peu de ces trucs-là, de voir combien une crypto-monnaie pourrait être si on fait tel ou tel coin. Hein, et il faut vraiment pas avoir peur, parce que si on compare par exemple le Nasdaq et le marché de l'Internet, bah, aujourd'hui en crypto, c'est comme si on était dans les années 90 et que je vous dis, bah, investissez sur Internet et le Nasdaq, tout le monde le ferait. Bah, là, c'est pareil dans les cryptos, je ne vous dis pas forcément d'investir, mais on est vraiment encore au début. Il y a encore plein de places, il y a plein de compétences recherchées, je le vois de plus en plus, notamment quand j'ai publié cette conférence, beaucoup d'anciens étudiants, parce que j'ai enseigné en école de commerce et d'ingé, qui m'ont dit « Ah ouais, mais j'ai développé des trucs crypto, du coup j'ai trouvé ça ». Il y a énormément d'applications sur lesquelles vous pouvez vous démarquer, et les salaires, on en parlait, sont abusés. En gros, si vous êtes dev blockchain NFT, si vous êtes moyen, vos 100 000 euros par an, vous les avez tranquilles. Si vous êtes très bon, vous pouvez monter au million. Et c'est pas du bullshit. Hein. Vous pouvez regarder sur les différents réseaux de recrutement. Elles existent, ces offres d'emploi. Et pareil, si vous êtes du côté plutôt finance trading, dès que vous avez de la connaissance blockchain, la preuve, regardez, hein, on est tous jeunes. Hein. Ils ne sont pas allés chercher des mecs qui ont 20 ans d'expérience qui n'existent pas. Il y a vraiment de la place. Allez chercher ces compétences. Elles sont disponibles sur YouTube gratuitement. Alors après, si vous voulez aller plus loin, il faut trouver d'autres sites. Mais il y a quand même déjà beaucoup de choses sur Internet gratuits sur lesquels vous pouvez vous développer et vraiment vous démarquer parce que c'est ultra recherché. Parce que personne n'y connaît rien sur la globalité. Oui. Moi, je peux te répondre avec 2-3 chiffres. C'est impressionnant. En 2016, il y avait combien de personnes à peu près qui détenaient des cryptos, à votre avis? À peu près 5 millions de personnes dans le monde. Et là, le dernier recensement, on est à peu près à 300 millions en 5 ans. Donc l'adoption, elle est folle. Toutes les études montrent que les commerçants de plus en plus veulent proposer les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Les millennials, c'est la génération, c'est vous, ou peut-être un peu avant. En gros, les 18-32 ans, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus les néobanques. Revolut, ils proposent un service de trading de crypto-monnaies. Donc en termes d'adoption, je pense qu'il n'y a pas photo. Après, au niveau du marché, que ce soit le paiement, comme je disais tout à l'heure, la traçabilité, l'investissement, et puis le développement aussi. Le développement, aujourd'hui, il n'y a pas une boîte du CAC 40 qui n'a pas un département blockchain quelque part caché. Alors soit un petit placard, soit une énorme salle, tu vois. Mais ils sont tous, à un moment donné, intéressés soit par la technologie, soit par le marché, soit par les opportunités, etc. Donc la question, c'est plutôt de savoir quel secteur ne serait pas intéressé par ça.
Même l'agriculture s'interroge justement sur l'intérêt de la blockchain pour justement les travaux d'irrigation, etc. Enfin, il n'y a pas de secteur qui sera exclu de cela. Bon, vous avez quel parcours, vous voulez vous diriger dans quel secteur? Peut-être ce serait plus simple de vous parler à vous directement, parce que comme il existe 1000 secteurs, enfin peut-être parlez-vous, je sais pas, vous êtes sur quel marché? Plutôt celui de la finance, de la banque, ou pas du tout? Bon, je crois que la question elle est dans la réponse. IT sécurité, enfin, je veux dire, en soi, prenons l'audit par exemple. L'audit aujourd'hui, c'est devenu un passage obligé pour tout nouveau projet blockchain, un tant soit peu sérieux. Parce que si le smart contract n'est pas audité à un moment donné, moi j'y vais pas par exemple. S'il n'y a pas un logo certique ou ce genre de choses, je me dis, il y a peut-être des failles. Donc, mais enfin, n'importe qui aujourd'hui, là, levez la main et dites-moi dans quel secteur vous êtes ou vous souhaiteriez aller. On va vous trouver un lien avec la blockchain de près ou de loin, sans se forcer. Hein. Vraiment, suffit de regarder les infos, vous allez voir. Il n'y a pas une boîte qui n'a pas une info liée à la blockchain qui est sortie depuis ces 6 derniers mois. Je pense. On essaye ? Voilà. Après, tu vas pouvoir chercher en gros les langages que tu vas connaître et les appliquer directement à la blockchain. Alors, tu vas peut-être avoir une période d'adaptation suivant tes qualités de 6 mois à 2 ans, mais tu vas gagner tellement et tu vas trouver tellement vite parce que c'est des compétences qui sont rares. C'est des compétences aussi qui sont chères à acquérir parce que les gens que j'ai pris chez TradeMeWeb pour décortiquer un petit peu tous les contrats, ils ne savaient pas tout faire et ça coûte très cher de savoir faire certaines fonctions. Si on veut parler un peu du phénomène mode des NFT, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 90% des NFT, en fait, ça ne sont pas dans la blockchain. En gros, le sous-jacent du NFT n'est pas dans la blockchain. Et tous les développeurs qui vont savoir faire ça, parce qu'aujourd'hui, la plupart des développeurs, j'ai envie de dire, c'est des fake développeurs. Ils ont appris, on peut apprendre sur YouTube en une journée à développer un NFT. Hein. Comme on le disait, en quelques minutes, on peut faire un token. Par contre, faire un token qui va être durable dans le temps, qui est vraiment dans la blockchain, et c'est pas juste un tout petit peu quelque chose qui va être dans la blockchain et tout le reste va être dans le monde normal, et au final, c'est faire de la crypto pour faire de la crypto et ça sert à rien. Comme beaucoup de NFT, qui n'apporte pas grand chose, et ça c'est sur des très grosses collections. Il faut savoir que Bored Ape c'est pas dans la blockchain quoi, et ça vaut 150 000 $ le NFT quoi. Il y a juste le NFT, en gros la partie technique qui va être dans la blockchain, mais le sous-jacent, c'est-à-dire l'image, n'est pas dans la blockchain et à tout moment elle peut disparaître. Et c'est le gros problème des NFT. On parlait d'un droit de possession. Aujourd'hui, sur plus de 90% des NFT, seul droit que vous avez, c'est le droit d'achat et de vente, parce que le sous-jacent, vous ne le possédez pas. Et les collections, c'est dommage, les collections qui sont dites on-chain sont trop compliquées et du coup ne rencontrent pas un franc succès. Ouais, ça coûte un peu cher à les mettre sur la chain. Je dirais ingénieur système, en vrai, je pense que ça a plus intérêt à partir sur des providers, des API qui font les liens justement avec ces plateformes de NFT. Ou alors carrément te rapprocher des projets, sachant que ce sont des projets open source. Tu peux contacter les équipes. Souvent, ce sont des petites équipes dans des laboratoires de recherche dans les universités américaines. Donc, si vraiment tu as envie de faire ça. Après, sinon, comme disait Benjamin, c'est plutôt du web classique. Donc, en tant qu'ingénieur système, normalement, tu peux apprendre à faire rapidement du web. Il y a des librairies, en fait, assez accessibles qui sont directement pluguées avec les API pour justement s'interfacer avec les services sur les blockchains. Même pas forcément DevOps, parce que tout va... Ah oui, si tu veux pouvoir mettre en place toi-même tes infrastructures, mais après tu as des systèmes où tu payes au mois et tu n'as que à coder en fait. Hein. Tu t'occupes pas de savoir comment c'est géré derrière. C'est vraiment du code. Moi, je voulais vous dire un petit peu, juste en tant que président d'association étudiante, pour vous dire un peu combien je reçois de demandes de personnes. Donc, on n'est que 500, nous, dans notre association. Ça représente déjà beaucoup de personnes. Mais quand on reçoit des gens qui arrivent, qui nous demandent des compétences, il faut savoir que chaque jour, à peu près, et je ne vous mens pas, on reçoit entre 2 et 5
à peu près personne qui vienne nous voir pour demander des développeurs ou des community managers ou des commerciaux ou des choses comme ça. Et ça, nous, on ne peut pas répondre à ça. Vraiment, je vous le dis. En fait, on a trop de gens qui ne sont pas assez formés, ainsi de suite. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est là aussi où je vais vous faire comprendre que même si vous n'avez aucune connaissance dans la blockchain, la moindre petite connaissance technique, c'est ultra important et on vous apportera les connaissances blockchain dans l'entreprise. Donc souvent c'est un plus, mais voilà, si vous voulez un petit peu vous familiariser avec ça, vous pouvez très bien rentrer dans une entreprise, elle vous apportera ces connaissances-là, tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, ainsi de suite. Mais voilà, c'est quand même important de vous dire ça, c'est-à-dire qu'on est en manque partout. La seule condition, alors c'est une condition qui est assez terrible, vraiment, je vous l'avoue, c'est de pouvoir tout simplement avoir un ordi chez soi et pouvoir travailler d'où on veut. Voilà, c'est un peu terrible comme condition. Moi, ça fait 2 ans que je suis en télétravail. Vraiment, je vous le dis, c'est un petit bonheur. Je peux aller où je veux, quand je veux. Voilà, c'est un truc qui est vraiment qui vous est donné. Si vous aimez ça, foncez parce que vous avez aucun autre secteur à l'heure actuelle qui peut vous permettre de faire ça et vous rencontrer, ce qui est incroyable, c'est de pouvoir discuter avec plein de gens, de rencontrer plein de nationalités, ainsi de suite, d'être hyper ouvert. C'est une chance vraiment dans ce secteur-là et c'est aussi un peu la cause de pourquoi on est obligé de partager, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas de connaissances vraiment en France à l'heure actuelle. Vous n'avez qu'une école et encore quelques formations. Mais voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller voir, même si c'est que par intérêt, juste pour voir un petit peu. Mais en tout cas, sachez que le secteur vous tend les bras si vous avez envie d'apprendre. Ça, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Donc on arrive au terme de cette table ronde. Du coup, je voulais quand même donner. Voilà, je voulais très rapidement. Bah, vas-y. Mais juste avant la conclusion. Ah bah vas-y. Dimanche, on vote. Et c'est la première fois que les crypto-monnaies et la blockchain prend une toute petite place dans une élection. Donc, quand on nous demande concrètement aujourd'hui la blockchain en France en 2022, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'objectif, c'est juste ça. Aujourd'hui, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ont prononcé les mots crypto-monnaie, NFT, métaverse. Alors, c'est de la communication politique, ok, mais c'est quand même là. Donc pour le coup, c'est juste quelque chose qui dit quelque chose de la société. Et si je peux même me permettre de faire un tout petit peu de pub, mais au moins ça peut vous renseigner, si la place de la blockchain a une grande influence de votre choix d'élection en termes de politique. On a fait un dossier au sein de Cryptost qui référence en fait tous les gens qui ont parlé de blockchain. On les a même interviewés, ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez aller voir, c'est en première page. Au moins, vous avez déjà un petit visuel de ce que peut apporter tel ou tel candidat. Voilà, vraiment. J'ai lu l'article ce matin. Voilà, c'est très complet. Et attention, c'est que des phrases des candidats. Ça veut dire qu'on n'a rien inventé. C'est eux qui nous ont répondu, ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez aller voir mot pour mot ce qu'ils ont dit. Et voilà, et donc pourquoi pas vous encourager à aller voir. Et c'est vrai que c'est une première, enfin, dans une élection. Merci beaucoup. Tu peux peut-être juste conclure en parlant de Cryptosphère. Oui, nous on est tout simplement une association étudiante. Voilà, si vous êtes encore étudiant ou que vous avez des contacts ou autres qui sont passionnés par ça, n'hésitez pas. En fait, on est un groupement d'écoles. On est une vingtaine d'écoles, que ce soit dans tout simplement les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ainsi de suite. On est un petit peu partout. Donc, si vous êtes passionné par ça, vous pouvez créer avec un petit groupe de personnes, 3-4 personnes, une association Cryptosphère au sein de votre école. Donc on vous encourage vraiment et nous, notre but premier, c'est de vous apporter toutes les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises de demain. C'est pour ça qu'on est souvent sollicité par les entreprises. Donc voilà, c'est une chose. Et après, j'ai ma deuxième casquette, celle de Cryptost en tant que média. Je vous encourage vivement à aller voir, rien que ce soit pour YouTube, mais vous avez aussi des articles écrits pour ceux qui aiment bien lire. Voilà, nous on fait des articles froids, c'est-à-dire avec des données qui sont faites, on essaie de mettre à jour, ainsi de suite, mais aussi des articles d'actualité. Vous allez voir, ça bouge beaucoup. On a entre 2 à 5 actualités à peu près par jour. Donc c'est pour vous dire qu'il se passe des choses. Et voilà, et donc on ne peut que vous encourager. Et merci surtout d'être venu déjà, parce que je vous dis, vous faites partie des early adopters, parce qu'on n'en est qu'au début, vraiment. Merci beaucoup. Un petit bout de conclusion. Oui, très rapidement, le petit moment promo qui s'impose, que vous ayez déjà des crypto-monnaies ou que vous souhaitiez en accéder. Nous, on a donc développé une application qui s'appelle BuyCap, que vous pouvez télécharger et qui doit vous permettre en quelques minutes de vous inscrire, de vous générer un wallet et de pouvoir commencer à acheter vos crypto-monnaies en carte bancaire et en virement. Et très bientôt, comme je le disais, de pouvoir aller dans des centaines de milliers de points de vente pour aller acheter vos crypto-monnaies
chez vos commerçants. Et je pense que c'est la porte d'entrée la plus simple pour les crypto-monnaies, pour vous, vos parents et vos grands-parents, parce que vous êtes aussi les prescripteurs de votre entourage. On n'y pense pas assez, mais vous imaginez pas combien de fois ma tante ou même mon grand-père m'a posé la question: c'est quoi le Bitcoin? J'en entends parler, mais je comprends rien. Donc on est tous le prescripteur et le early de quelqu'un finalement. Merci. Oui, alors moi je vais prêcher un peu pour ma chapelle. Je vais vous inciter à vous intéresser au développement sur les blockchains, notamment sur les réseaux Ethereum, Cardano ou Avalanche, il y en a d'autres. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous concentrer sur la perfection, plutôt de délivrer des choses pour vous, pour vos amis, avoir un peu de connaissances, même si c'est pour abandonner après, au moins pouvoir en parler, savoir ce que ça représente, et après partir, peut-être monter des business. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors du coup, pour le petit mot de la fin, nous, on gère une boîte de trading qui propose des conseils justement pour choisir vos crypto-monnaies et lesquelles investir. Alors c'est très spéculatif, on peut avoir des gros drawdowns pour les financiers. Et le truc un peu fou, pour rebondir sur le truc dev, j'ai embauché du coup deux devs. Il y en a un qui est resté freelance, qui m'aide à décrypter les contrats. Et aujourd'hui, ces compétences sont tellement recherchées qu'on vient nous voir, boîte de trading, pour conseiller d'autres sociétés dans leur développement en fait de blockchain et surtout de NFT, avec le fameux on-chain dont je vous parlais. Donc il y a énormément de demandes sur ce secteur. Merci beaucoup à vous quatre pour avoir participé à cette table ronde. Merci aux participants évidemment. Vous avez du coup encore une demi-heure à peu près pour profiter de la soirée de recrutement. Donc n'hésitez pas. Profitez aussi du lieu du Palais Brognard, qui est quand même un lieu mythique de la finance. Donc on parle de crypto-monnaie, mais voilà, ça fait aussi du bien de se remémorer un petit peu la finance. Voilà, la bonne vieille finance. La bonne vieille finance, exactement. Et du coup, j'en profite également juste pour vous dire qu'il y aura une soirée de recrutement. Parce qu'on en a parlé, on a parlé du Luxembourg, notamment pour la crypto-monnaie. Donc ça m'a fait penser à ça. On fait une soirée de recrutement en mai, le 10 mai, au Luxembourg, avec une navette gratuite qui part du coup le 10 mai, du coup pour aller voir des boîtes dans le même système un petit peu que là aujourd'hui, mais cette fois-ci au Luxembourg avec un retour le soir. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur Doc Finance pour vous inscrire si vous le souhaitez. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.